On souscrit une assurance obsèque, une assurance qui permet en théorie de décharger les proches du financement de ces funérailles et de leur fournir aussi une assistance. Mais, parce que oui, il va y avoir un mais et même plusieurs, quelques points noirs, plusieurs dérives et arnaques de ces assurances obsèques. C'est en tout cas ce que dénoncent 60 millions de consommateurs. Et pour en parler avec nous, Adeline Trégouette, rédactrice en chef déléguée de 60 millions de consommateurs. Mais tout d'abord, on va parler de ça. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Les chiffres du PIB sont tombés, mais nous ne parlons pas ici du PIB du bonheur. La fabrique Spinoza, think tank, vient de publier les derniers résultats du PIB du bonheur, c'est-à-dire l'indicateur trimestriel du bonheur des Français. Alors d'abord, cette question avec vous, Alexandre Jost, qui est donc fondateur de la fabrique Spinoza. C'est quoi le bonheur, le PIB du bonheur ? On s'est dit très simplement que le pays ne savait pas comment les Français se portaient et qu'il fallait construire une autre manière de le voir. Donc on a interrogé 1001 Français sur 47 critères, sur leur logement, leur santé, mais aussi leur optimisme, leur confiance, leurs émotions, le sens dans leur vie, pour donner une note au global, qui est aujourd'hui de 6,0 sur 10, qui nous indique comment les Français se sentent pour éclairer les politiques publiques et puis informer de manière générale les décideurs. Pour en parler aussi avec nous, Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur et conférencière. Vous avez publié 3 kiffs par jour et Power Patate chez Marabout. Et vous jouez aussi dans la fabrique à kiffs. On va y revenir. Alors, comment on quantifie le bonheur des populations ? Alors ça, c'est Alexandre qui quantifie le bonheur des populations en leur posant des questions précises. Ensuite, mon affaire, c'est de se dire, une fois qu'on a ces informations-là, comment peut-on faire avancer les choses? Comment peut-on aider les gens qui ne sont peut-être pas à 6, parce que c'est une moyenne 6. Les gens qui ne sont pas à 6, peuvent-ils être plus heureux? Et les gens qui sont à 6, peuvent-ils être plus heureux? Ça, c'est là que j'interviens. Alors, qu'est-ce que le bonheur? On va aller voir parce que Bénédicte Durand et Régis Rouanet, ils sont allés poser la question aux Français. On va voir ce qu'ils en pensent. Tant que les gens heureux n'ont pas d'histoire, qu'à cela ne tienne, nous partons en escapade dans Paris pour connaître leurs secrets. Déjà l'amour, c'est le bonheur, l'amitié aussi et la famille, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir travaillé toute sa vie et de se reposer un petit peu après. C'est d'être amoureux, d'être marié, d'avoir un petit bébé. Et c'est notre bonheur à nous. Voilà. Le bonheur, pas sûr que ça se mesure vraiment. Mais si 6 Français sur 10 se déclarent heureux, c'est que ça ne doit pas être quand même si difficile à atteindre. C'est plein de petites choses, ça peut être le réveil, de se réveiller, de regarder ce qui se passe autour de soi, c'est plein de petites choses comme ça. Même ébranlés par les attentats de 2015, même affectés par les aléas de l'économie, les Français, selon quelques dernières études, gardent encore l'amitié et le bonheur en héritage. Aujourd'hui, plus personne ne croit que le politique ou la religion va faire le bonheur de l'humanité. Et donc, on est dans une recherche d'un bonheur personnel, qu'on recherche par ses propres moyens. Et on se dit que si on est plus heureux, peut-être qu'on contribuera à rendre le monde plus heureux. Près du Népal, il existe un pays, le Bhoutan, dont la bonne santé se mesure non pas en produit national brut, PNB, mais en BNB, bonheur national brut. Et si on s'y mettait, nous aussi, au bonheur, juste pour essayer? Alors, on a entendu l'amitié, l'amour. C'est ça qui fait le bonheur aujourd'hui? Les Français, qu'est-ce qu'ils disent? L'amour, c'est important. On sait aujourd'hui que selon l'importance qu'on accorde à l'amour lui-même, alors on est plus ou moins heureux. C'est-à-dire que c'est non seulement la qualité de ses relations avec les gens, mais c'est encore plus loin le fait de considérer que l'amour est important qui peut nous rendre plus heureux. Il y a un très joli livre de Barbara Fredrickson qui s'appelle Love 2.0, enfin, le titre n'est pas terrible d'ailleurs, qui suggère que tu parleras d'exercices pour être plus heureux, Florence. Mais l'un d'entre eux, c'est en fin de journée, se demander quelles ont été les 3 interactions humaines les plus significatives et est-ce qu'elles m'ont apporté quelque chose. Et en se posant cette question, on recentre, on redonne de la place à ces relations humaines et on est en capacité d'être un petit peu plus épanoui. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. La quête du bonheur, c'est quelque chose aujourd'hui que les gens recherchent? En tout cas, ils se posent la question, ça fait vraiment partie du vocabulaire ambiant, c'est-à-dire que jusqu'à là, les gens se débrouillaient. Et là, parce que le chaos autour de nous est total, c'est vrai que nous avons envie d'avoir quelques petits modes d'emploi qui nous donnent des informations supplémentaires. Par exemple, celle que vient de donner Alexandre, c'est un exercice tout simple. Néanmoins, ça donne de la richesse à ma journée. Donc oui, aujourd'hui, les gens ont envie de choses un petit peu plus simples. Vous savez pourquoi? Pour piloter quelque chose, parce que c'est trop fou autour de nous.
D'ailleurs, vous disiez, vous jouez dans la fabrique du kiff. C'est la première fois que le bonheur, en fait, est mis sur scène au théâtre. La fabrique à kiff, ça montre quelque chose. La première fois, absolument. Donc ça s'appelle une masterclass de bonheur. Ça veut dire que nous venons, par exemple, raconter les recherches de Barbara Fredrickson sur l'amour en donnant les 5 conseils des couples qui s'aiment longtemps, de manière très ludique, de manière très pratique, de manière très pédagogique. La salle participe, apprend des choses. Il y a même des gens qui tombent amoureux sur place. Bon, mais ça, il faut venir pour le croire et pour le voir. Mais oui, et vous savez, nous faisons salle comble. C'est ça qui est fantastique, c'est que nous avons posé cette pièce-là en disant... Vous jouez où, Au Théâtre de l'Œuvre à Paris, puis bientôt nous allons partir en province, parce que voilà, on nous appelle là-bas aussi. Notre proposition était simple, nous écrivons des livres, donc je travaille avec Isabelle Payot et Audrey Hakoun, qui sont toutes les deux psy, elles soignent des gens, et on s'est dit, mais après tout, peut-on apprendre en s'amusant? C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais rire, ces jeunes gens en parlaient. Rire, être heureux, le matin, se dire comment est-ce que je ris, ça fait du bien aussi. On a mélangé tout ça, et du coup, les gens repartent avec un petit peu plus d'informations sur comment on fait. Anne-Chloé, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur de partager, c'est qu'en fait, aujourd'hui, après des milliers d'années de civilisation, on a relativement bien compris les clés de l'épanouissement humain, individuel et collectif. On a tiré les leçons, c'est ça? On a tiré les leçons, on a mélangé la philosophie, les neurosciences, la sociologie du bonheur, l'économie du bien-être, la psychologie positive évidemment, et en mettant tout ça ensemble, on sait qu'une relation apaisée au temps ou vivre dans l'instant présent, ne pas ressasser le passé est utile. On sait que être plus riche rend plus heureux, à condition de ne pas en faire une obsession. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça, c'est quand même... Oui, en fait, si l'argent fait le bonheur, à la condition qu'on ne le poursuive pas comme une condition de son épanouissement, auquel cas on devient matérialiste, et le serpent se mord la queue, et on finit par ne plus être heureux. Donc, en prenant les différents domaines de la vie, on est capable aujourd'hui, sur le plan individuel, mais aussi dans les entreprises, dans les villes, dans les écoles, et même en termes de politique publique, ça c'est encore plus compliqué, eh bien, de dessiner des cadres qui nous permettent d'être plus épanouis. Alors, on voit dans l'étude que vous avez publiée que selon les régions, finalement aussi, on est peut-être plus heureux. Alors, on voit que les Bretons, par exemple, sont les plus heureux, suivis de ceux qui habitent en Nouvelle-Aquitaine et puis en PACA, évidemment, ça c'est important. Alors, comme quoi, le climat n'est pas forcément nous rend plus heureux, parce que bon, il fait quand même plus beau en PACA qu'en Bretagne, quoique il fait très beau en Bretagne en ce moment, mais quand même. Bah, c'est dû à quoi? Ça, c'est par rapport vraiment à la région? C'est quoi? C'est le climat? C'est principalement lié à l'environnement de vie. On sait aujourd'hui que la France est un pays où les gens sont heureux individuellement, mais se replient sur eux-mêmes, ont du mal à tisser du lien social. Et du coup, l'environnement proche, c'est-à-dire l'endroit où on vit, son logement, donne lieu à une grande satisfaction. C'est même surprenant, jusqu'à 80% de niveau de satisfaction pour les Français sur ces domaines-là. Sa vie privée, ses proches, ses soutiens. C'est ça qui crée le bonheur, alors que la confiance est plus délicate. On n'est que 37% à se faire confiance les uns aux autres. C'est donc ça qui se joue derrière. Après, les variations, elles sont plus grandes entre les pays qu'entre les régions. On va y revenir entre les pays, ouais. Et les personnes âgées aussi seraient les plus épanouies. Bah ça c'est... Alors, on a mesuré donc, le niveau de... Il y a une courbe formidable du bonheur des Français qui explique qu'en gros, voilà, à 20 ans, on est heureux, mais ça ne fait que décliner 30, 40, 50, c'est un peu le fond du seau. À partir de 53, ça remonte en flèche. Et en fait, on va connaître des niveaux de bonheur dont on n'a pas encore fait l'expérience dans sa vie de jeune adulte. Parce qu'on est débarrassé des injonctions de la société. Parce qu'en effet, parfois, on n'a plus rien à prouver. On est qui on est, comme on est, beaucoup plus confortable avec soi-même. Peut-être plus. Et on profite. Voilà. Ça, c'est un indicateur important, finalement. Oui. Pouvoir profiter de la vie, de ses amis, ça reste les bases. Savourer est une des premières leçons. Savourer là où nous sommes, ce que nous faisons. Et avec sagesse. Et avec sagesse. Il y a une très jolie phrase que j'aime bien qui dit la sagesse c'est le bonheur dans la vérité. Et je pense que quand on franchit les étapes de la vie, eh bien on finit par accepter qui on est exactement. Est-ce que plus de bonheur pourrait être égal à des sociétés plus saines et plus efficaces, on va dire? Ça aussi, on le sait. Alors, sur ce sujet-là, moi, je suis toujours embêté parce que je sais que le discours peut être transformé et faire du bonheur un instrument, un outil uniquement pour la performance économique. Pour nous, c'est une finalité ou une aspiration en soi des individus, mais aussi des institutions. En revanche, on peut dire qu'il y a un lien de causalité qui est très fort. Et à titre d'illustration, si on augmentait de 10% la qualité de vie au travail, donc le bonheur dans le travail des gens, eh bien, on estime qu'on aurait une augmentation de plus de 1% du PIB. Donc, rappelons-nous que les chiffres de la croissance, c'était 0,1%, si je ne m'abuse, au dernier trimestre.
Donc ça Donc, donne ce serait un point de comparaison. On a vu dans le sujet parler de la menace terroriste. Est-ce qu'elle l'a affecté, elle affecte le bonheur ? On a... C'était le chaos dont on parlait un peu tout à l'heure. Enfin, voilà, autour de nous, il y a des choses compliquées qui se passent au niveau de la crise économique et au niveau de la menace terroriste. Tout ça, ça a des conséquences ? Il y a un double effet. Il y a évidemment un effet d'augmentation de la peur qui n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais contre lequel on va réagir, peut-être en profitant déjà mieux de ce qui est là. En comptant mieux, oui. Alors, ou en étant plus heureux, quoi. Voilà, tout dépend du Sinon, terrain. Il y a des gens que ça va vraiment paniquer, bien sûr, mais ça, c'est normal. Mais pour la majorité des gens, ça va nous donner conscience d'un certain nombre de choses que nous voyons passer absolument sans nous rendre compte que c'est formidable. Donc, c'est double tranchant. Les politiques et le bonheur. On en parlait aussi dans le sujet, disait que voilà, les politiques aujourd'hui, ça fait plus le bonheur des Français. Vous dites que les sympathisants du FN seraient les moins heureux. Et on voit quand même que certains candidats, comme Alain Juppé par exemple, je pense, qui parlent de l'identité heureuse sans arrêt. Ça aussi, c'est repris du coup, mais les politiques aujourd'hui, ça fait plus le bonheur des Français. En tout cas, ils essayent de l'utiliser. Oui, ils sont encore inquiets d'utiliser ce terme-là, ils sont peu à le faire, des inquiétudes de démagogie, de décalage par rapport aux enjeux de crise économique. Nous, on est partisans de libérer la parole et d'autoriser les politiques à en parler parce que c'est l'aspiration fondamentale. Et si on est précis, c'est créer les conditions collectives qui permettent à chacun de s'épanouir. Ça, c'est envisageable dans les champs de l'éducation, de la santé. On pourrait faire cet effort-là. C'est juste une autre manière de voir les politiques et de donner un peu d'inspiration à des Français qui nous disent que les inquiétudes sécuritaires et terroristes ne sont que 4e et 5e dans leurs craintes au quotidien. Donc, c'est autre chose dont ont envie les gens. Mais comptons sur nous-mêmes pour être heureux, plutôt que sur les politiques. C'est quand même, ce sera un petit peu plus efficace tout de suite. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que c'est un équilibre. Pour les deux. Les deux. Oui. Je suis plus partisan du « et » que du « ou ». On peut parler de la France, mais on va parler aussi des autres pays. D'après une étude internationale, le Danemark serait le pays le plus heureux du monde. Alors, la France n'occupe que la 32e place. On voit le classement à l'écran. Le Burundi, lui, est le pays le plus malheureux. Alors, les Danois, le fameux hygge danois, comme on dit, difficile à expliquer. Dans son essence, c'est plutôt, ça signifie créer une atmosphère jolie, intime, goûter justement aux petites choses de la vie, profiter de ses proches. C'est un état d'esprit finalement, les Danois. Le bonheur à la danoise. Il y a quelque chose de fascinant dans ce pays qui ne veut pas dire pour autant que c'est le modèle vers lequel on doit tendre, parce qu'on a notre propre ADN, donc ne recopions pas à côté. Pour autant, il y a cette très belle idée de Malin Ridal dans son livre « Heureux comme un Danois » qui nous dit que 75% des Danois se font confiance les uns aux autres. Par comparaison, les Français, c'est 37%. Au point 2, et là, je ne sais pas s'il y a des mamans sur le plateau, il est possible de laisser son enfant dans une poussette à l'entrée d'un restaurant, donc pas en hiver. Et bien au Danois, hiver au Danemark, dis donc, ils sont courageux. Pas en hiver, effectivement, mais c'est sinon une pratique au Danemark. Donc ça donne un petit peu une idée. Ça montre quelque chose, c'est révélateur. On le ferait pas. Ça prouve bien que le climat n'a rien à voir, puisque voilà, c'est quand même un endroit où la nature est un peu plus hostile que chez nous. En discutant également avec des Danois, une des choses très très présentes dans leur société, c'est un sens de la responsabilité. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un problème de ramassage d'ordures ménagères, le quartier va s'organiser. Il y a quelque chose où ils se mettent ensemble, ils se regroupent pour prendre possession de leur environnement pour le faire avancer. Ça, c'est la puissance que nous pouvons exercer qui nous procure des satisfactions de bonheur. L'impuissance est difficile. Les Français, par ailleurs, je les soupçonne quand ils répondent à ces questions, et ça, Alexandre peut nous le confirmer, de noircir le trait. Nous préférons nous plaindre. C'est vrai, mais nous préférons voir ce qui ne fonctionne pas. C'est dans notre ADN, c'est cet ADN un peu latin que nous avons. Donc peut-être que nous sommes plus heureux que nous ne le disons aussi. On va terminer avec juste quelques conseils alors pour être heureux. Savourer ce qui est en train de se passer maintenant, dire à quelqu'un qu'on l'aime. Là, tout de suite, vous envoyez un texto à quelqu'un que vous aimez pour le lui dire. La sensation est absolument immédiate et garantie. Moi, je vous donnerais un conseil, c'est engagez-vous en faveur de ce sujet et devenez un passeur du bonheur citoyen au sein de la Fabrique Spinoza. Et ça veut dire réfléchir à son propre épanouissement, mais aussi faire un chemin ou paver le chemin pour celui des autres dans les lieux qui vous intéressent, que ce soit l'école, la ville, l'entreprise, où vous le souhaitez. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet un petit peu moins heureux, mais très concernant quand même. Adeline Tréguet, rédactrice en chef déléguée de 60 millions de consommateurs. Vous avez enquêté sur les assurances obsèques
Et vous avez trouvé quelques points noirs, peut-être même quelques arnaques, on pourrait dire. On va commencer avec ces chiffres. Depuis 10 ans, plus de 500 000 nouveaux contrats sont signés chaque année. La barre du milliard d'euros de cotisation annuelle a été dépassée. Comment ça fonctionne déjà, l'assurance obsèque ? Alors, l'assurance obsèque, le principe, c'est que vous souscrivez une assurance obsèque, donc vous versez soit une somme unique au démarrage du contrat, soit vous versez des mensualités donc jusqu'à la fin de vos jours, tout au long de votre vie. Et après votre décès, un bénéficiaire que vous avez désigné va recevoir ce qu'on appelle un capital décès, c'est-à-dire une somme d'argent qui est fixée à l'avance. Vous avez testé 8 contrats et en fait, vous avez relevé, je le disais, plusieurs points noirs. D'abord, quelle a été votre méthodologie ? Alors, on a pris en fait les contrats les plus populaires, c'est-à-dire auprès des poids lourds du marché, des gros assureurs, des grosses compagnies d'assurance ou des mutuelles. Et puis, on est parti du principe que le contrat était souscrit à 62 ans, qui est l'âge de départ à la retraite légale, et que la personne décédait à 85 ans, qui correspond, je crois que vous l'avez dit d'ailleurs précédemment, sur l'immortalité. L'immortalité, voilà, l'espérance de vie en France actuellement, hommes et femmes confondus. Et alors, pardon. Oui. Alors, le principal point noir de ces contrats, c'est que justement, le capital que l'on souscrit, en moyenne, il est de 4 800 €. Et au final, ce qui sera reversé aux bénéficiaires est de 3 800 € en moyenne. C'est ce que nous avons calculé. Donc, j'ai envie de dire, vous voyez bien... Le capital est amputé, quoi, en fait, clairement. Oui, le capital est amputé. Et je voudrais rebondir justement sur le bonheur, parce que c'est vrai que la transition est un petit peu difficile entre ces deux sujets, mais je pense que dans le bonheur, il y a aussi un facteur très important, c'est justement de ne pas être, j'ai envie de dire, intoxiqué, pollué par tous ces tracas de la vie quotidienne, par ces agressions que peuvent représenter des mauvaises affaires. Tout ça, c'est assez prosaïque, mais ça compte dans la vie de tous les jours. Et au final, perdre des sommes très importantes, c'est vraiment un vrai problème. C'est quelque chose vraiment pour décharger. C'est jamais facile de parler de sa mort, d'y penser. Et là, c'est quelque chose vraiment, une procédure, une démarche pour pouvoir simplifier aussi l'après, en fait, à ses descendants, on va dire. Et c'est vrai que là, finalement, on se fait arnaquer sur un sujet qui est quand même très délicat. Et en parallèle, en plus, on voit aussi une augmentation des tarifs funéraires qui augmentent. C'est bien là le problème de ces contrats, parce qu'en théorie, on les souscrit justement pour décharger ses proches du poids financier des obsèques, mais au final, comme le capital décès, comme la somme qui a été versée sur le contrat n'est absolument pas revalorisée, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, 20 ans, voire beaucoup plus, si vous avez la chance de vivre assez longtemps, eh bien, le bénéficiaire n'aura pas suffisamment d'argent en raison de l'augmentation du coût de la vie, pour financer les obsèques. Donc ça rend, c'est ce qu'on explique dans le numéro de 60 millions de consommateurs, ça rend complètement absurde, caduque, l'objet même du contrat. Oui, ou sinon il faut parier sur une mort rapide en fait, quoi, et jeune, c'est ça en fait. Oui, en fait, c'est effectivement, mais c'est assez compliqué de... Oui, on n'a pas envie de faire ce pari-là. Voilà. Il y a un lien avec le bonheur, c'est dans toutes les traditions philosophiques, une méditation sur la mort est utile pour envisager, pour augmenter son bonheur, notamment parce qu'on voit que le plus grand regret des personnes sur le point de mourir, études faites dans les hôpitaux, c'est de ne pas avoir vécu sa vie selon un modèle pensé par d'autres. Donc se projeter à qu'est-ce que je dirais si j'étais amené à mourir demain, ça amène à se poser la question, est-ce que je vis la vie telle que j'ai vraiment envie de la vivre ? Est-ce qu'il y a quand même des points positifs ? Est-ce qu'il y a des bonnes choses quand même, et peut-être sur certains ou Alors, en termes financiers, c'est clairement une mauvaise affaire. Mieux vaut, ce n'est pas un placement, donc vous cotisez à fonds perdu, et même vous perdez de l'argent, le bénéficiaire ne récupérera jamais le capital initial. En revanche, c'est vrai qu'il y a des services d'assistance dans ces contrats, c'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir un financement du ménage, du transport de la famille au moment des obsèques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme les contrats le bénéficiaire... le décès arrive assez tardivement, il faut le souhaiter, eh bien, il faut encore que la famille puisse se souvenir de ces services d'assistance et retrouver les numéros. Oui, parce qu'eux ne vous appelleront pas. Ça, c'est toujours thématique. Il faut en effet y penser. Si on veut quand même épargner du coup à ses proches la charge de ces funérailles, est-ce qu'il y a d'autres options possibles et fiables pour le coup ?
Oui, bien sûr, il y a d'autres options possibles. Donc ça peut être simplement épargner sur un livret d'épargne. Ça peut être aussi l'assurance vie. Ça peut être aussi faire une donation, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais une donation avec charge, c'est-à-dire qu'on donne une certaine somme à un bénéficiaire et il y a une contrepartie que le bénéficiaire doit respecter, c'est s'assurer de financer les obsèques. Donc il y a beaucoup de possibilités et ce qui est très important au-delà de la technique aussi, c'est de communiquer avec ses proches. C'est vrai que le sujet de la disparition est tabou, mais c'est encore plus délicat de ne rien dire parce qu'après, c'est une charge, j'ai envie de dire, psychologique au-delà de la charge financière pour les proches. Donc c'est très important de communiquer. Merci beaucoup. Une enquête à lire dans le numéro de 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère que vous pourrez trouver le bonheur après ça. En tout cas, l'information, elle continue sur LCI.